Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Nous recevons aujourd'hui Laurette Tonkelings. Bonjour. Bonjour. Chef de groupe PS à la Chambre et puis chef de la fédération bruxelloise du PS. Attentat à Manchester, est-ce qu'il va falloir encore renforcer la sécurité aux abords des salles de spectacle ou des festivals parce qu'on est à la veille de l'été? Alors d'abord, c'est évidemment un drame, c'est une nouvelle attaque terroriste qui touche en plus particulièrement la jeunesse. Et donc, ce que je veux dire, c'est ma volonté de soutenir les victimes et d'essayer de contribuer à une meilleure sécurité de notre population. Vous savez qu'au Parlement fédéral, je travaille depuis près d'un an dans cette commission attentats terroristes et j'espère que fin de la semaine prochaine, nous pourrons annoncer une réforme, tant au niveau des services de renseignement que de sécurité pour améliorer la sécurité dans notre pays. C'est absolument essentiel. Oui. Alors, pour ce qui concerne le temps présent, vous savez que notre pays est resté au niveau 3 de la menace, c'est-à-dire que nous continuons à déployer dans le pays énormément de personnel et de techniques pour la sécurité. Chacun a bien pu le constater, puisque vous ne pouvez pas entrer dans un festival, dans une salle, sans qu'on regarde les sacs, sans qu'on vérifie, etc. Alors, dans les salles de spectacle, c'est normalement déjà le cas. Peut-être certaines salles doivent-elles augmenter leur niveau de sécurité, mais pour le moment, en tout cas, en niveau 3, les mesures sont prises en Belgique. Oui, niveau 3, c'est suffisant pour l'instant? Oui, parce qu'il n'y a pas pour le moment de menaces précises concernant la Belgique. Alors, on voit que la police est fort mobilisée ces jours-ci avec la venue de Donald Trump à Bruxelles, c'est mercredi et jeudi, et puis de tout le sommet de l'OTAN qui se prépare. Il y a plusieurs manifestations qui sont prévues. Chacun va donner son message à Trump. Est-ce que vous avez un message à faire au président des États-Unis? Mais je pense que évidemment, il est normal que la Belgique accueille les grands de ce monde, puisque la Belgique est le cœur de l'Europe, le cœur de l'OTAN. Mais à côté de cela, nous devons conserver notre capacité d'indignation, et notamment d'indignation par rapport à la politique américaine, celle de Donald Trump, qui a choisi une voie de mépris vis-à-vis d'une grande partie de la population sur son sol, de violence sociale, de violence économique. Il y a aussi une façon de gouverner qui est relativement totalitaire. Regardez ce qu'il a fait notamment par rapport au patron du FBI. Donc je pense qu'effectivement, il est besoin de dire que nous n'acceptons pas sa politique intérieure et que nous avons envie de le dire en manifestant. Ouais. Face à ce sommet de l'OTAN qui se prépare, vous en attendez quelque chose pour Bruxelles en particulier? Non, c'est un sommet qui concerne d'abord l'inauguration du fameux bâtiment, évidemment, à Evere, mais également il y aura des réunions informelles concernant la situation dans le monde, Irak, Afghanistan, etc. Mais ce n'est pas un grand sommet formel. Mais puisque c'est la première fois que le président Trump participera aux réunions de l'OTAN, ce sera peut-être l'occasion de lui rappeler que la solidarité interne à l'OTAN est aussi quelque chose d'important, puisqu'il avait tenu des propos de nouveau assez chocs en disant clairement que les États-Unis ne pouvaient pas continuer à contribuer à cette hauteur alors que d'autres étaient des contributeurs plus modestes. Il faut continuer à lui asséner que la solidarité, y compris en matière de sécurité, est une valeur phare. Alors, on va revenir au niveau bruxellois maintenant, stricto sensu. On approche des élections communales. Est-ce qu'au PS, on est déjà en ordre de marche à Bruxelles? Alors oui, d'ici la fin du mois de juin, nous présenterons nos têtes de liste dans toutes les communes bruxelloises. Et puis nous commençons à préparer le programme, parce que ce qui compte, c'est ce que l'on va faire dans nos quartiers, dans nos communes. Et nous avons dès lors lancé une grande initiative, les 1000 idées pour Bruxelles. D'où ça vient? Eh bien, généralement, les grands journaux, Télé Bruxelles, interrogent des personnes clés en matière de mobilité, d'environnement, d'économie pour avoir leurs idées. Eh bien, le PS veut travailler un peu différemment. Il veut sonder tous les Bruxellois. Et donc, nous sommes dans une démarche
participative. Nous allons vers les Bruxellois. L'opération a commencé il y a une semaine et nous leur demandons quelle est votre idée ou vos idées pour votre quartier, votre commune ou pour la région bruxelloise. Ça va durer 6 mois. Nous allons reprendre l'ensemble de ces idées. Nous allons les publier et évidemment nous puiserons ces idées pour fabriquer notre programme. Par rapport aux autres élections, qu'est-ce qui change alors cette fois-ci? Parce qu'il y avait toujours des contacts quand même avec la base. Oui, mais c'était principalement un programme établi à l'interne du parti, dans nos différentes sections, avec les militants, avec les militants, nos experts, mais pas une démarche suffisamment participative. Là, véritablement, alors, on a un site, psbruxelles.be, où en une semaine déjà, avec le site et ce que l'on fait avec nos militants, on a reçu plus de 100 idées. Donc on a un site, il y a le Facebook, mais nous avons énormément de militants qui frappent chez l'habitant ou qui lui proposent une conversation lors d'une foire ou quoi. Et on lui demande, on a, comment dit-on, on a téléchargé un domaine au niveau de Internet avec nos GSM, nos téléphones, et nous remplissons immédiatement les idées des Bruxellois. Donc nous allons avoir plus de 1000 idées qui vont nous aider à faire notre programme pour les Bruxellois. C'est une volonté de retisser finalement le lien entre le politique et le citoyen. On l'a vu avec les élections françaises, voilà. Là il y a un déficit. Exactement, c'est dans cet esprit-là. C'est retisser les liens, mais c'est aussi se dire que généralement, au moment des élections, on vient frapper chez l'habitant et on leur dit, vous savez, j'ai le meilleur programme, votez pour moi. Ouais. Voilà. Et je n'ai pas envie de faire ça. Je préfère leur dire, je viens avant les élections et je vous demande quelle est votre priorité, quelle est votre bonne idée, et on va essayer de travailler pour vous dans le sens de ce dont vous nous avez parlé. Alors pour retisser le lien avec le citoyen, il y a la question de la gouvernance. On en a beaucoup parlé. Il y a un groupe de travail à la Chambre, il y a un groupe de travail au Parlement bruxellois. Le PS annonce un congrès début juin là-dessus. C'est quoi l'enjeu de ce congrès sur la gouvernance? Alors je pense qu'il y a une demande, et on la comprend évidemment face aux dérives qui ont émaillé les dernières informations des dernières semaines. Il y a une demande de beaucoup plus d'éthique en politique. C'est essentiel. Alors, c'est quoi l'éthique en politique? C'est réduire le nombre de mandats, c'est réduire les rémunérations, c'est faire beaucoup plus de transparence, c'est ne plus avoir des problèmes entre des intérêts privés et l'intérêt public. On l'a vu avec les affaires Publifin, Kazakgate, etc. Donc c'est ça, de l'éthique en politique. On a besoin d'éthique en politique comme de pain. Vous sentez un manque de confiance? Il faut absolument, évidemment qu'il y a une perte de confiance. Et si on y prend garde, cette perte de confiance va amener une partie de la population à voter pour des extrêmes, en disant on ne croit plus à la démocratie. On a cette chance de vivre en démocratie, il faut la sauvegarder, et pour ça il faut plus d'éthique. Est-ce que votre parti est prêt à se mettre en bon élève? C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y avait des discussions qui se faisaient à la Chambre et à Bruxelles. Si on n'arrive pas à un accord idéal là, est-ce que votre parti serait prêt à prendre des mesures plus dures et à Il y aura des mesures internes plus dures, mais moi ce qui m'importe, pour sauvegarder notre démocratie et l'éthique en général, c'est qu'il y ait des mesures pour tout le monde. Par exemple, sur le décumul des mandats entre une fonction exécutive locale et une fonction parlementaire, nous voulons que ce soit une réalité pour l'ensemble des mandataires de tous les partis. Et ça avance là, parce qu'on sait que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il y a une partie de partis politiques qui n'en veut pas, mais le PS défend ce point de vue-là, où il est, au niveau fédéral, au niveau de la région bruxelloise, nous défendons cette priorité-là. Alors il y a l'idée d'Olivier Maguin, on va la voir, président de Défi, qui demande des sanctions incompressibles sous forme d'inéligibilité pour ceux qui mettent en place des systèmes comme on a vu à la façon de Publifin ou ailleurs. Est-ce que quand on est pris dans le sac, ça doit être terminé pour toujours? On n'est plus éligible? Mais regardez ce qui se passe en France. Emmanuel Macron a exigé des parlementaires, a exigé de ses ministres qu'il y ait véritablement un casier judiciaire vierge, qu'on soit irréprochable. Ça participe de l'éthique politique. Donc il faut prendre des mesures de transparence contre les intérêts privés qui viennent souiller la politique, mais il faut aussi que les élus soient irréprochables. Ouais.
Quand on voit la une du soir aujourd'hui, elle parle du mystère des cabinets ministériels, le recrutement qui est trop flou, en expliquant que les règles peut-être ne sont pas assez précises par rapport à ça. Alors, drôle d'experts, des fantômes, des proches, des recasés politiquement. Est-ce que vous êtes d'accord avec Le Soir? Est-ce qu'il y a un effort à faire au niveau des cabinets? En tout cas, dans les cabinets que j'ai connus, je peux vous dire qu'il y a eu des règles très strictes qui ont été réalisées les dernières années. Auparavant, on pouvait trouver dans des cabinets ministériels, il y a d'ailleurs eu des affaires célèbres à cet égard-là, des personnes un peu fantômes. C'est-à-dire, soi-disant, elles travaillaient au cabinet ministériel, mais en fait, elles travaillaient, par exemple, pour leur parti. Tout ça, c'est totalement terminé. Dans les cabinets ministériels au niveau fédéral, que j'ai évidemment non seulement côtoyé, mais j'ai été ministre de nombreuses années, les règles étaient très strictes à cet égard. Et quand on est ministre, on doit avoir un cabinet le meilleur possible. Est-ce qu'il n'y a que la crème de la crème dans les cabinets finalement? Il y a vraiment de la crème. Vraiment. Que ça? Oui, je pense vraiment, ce sont d'abord des hommes et des femmes aussi de conviction, ça c'est clair, qui ont une orientation politique. Mais c'est leur qualité qui compte pour être engagés. Moi, je peux vous le dire. On m'a souvent dit que, interroger les autres partis politiques, on vous le dira, que j'étais extrêmement exigeante, que je voulais et je veux toujours des collaborateurs d'extrême qualité. Et ils sont là, ils travaillent jour et nuit comme nous. Ben, vous savez, ceux-là, on ne les voit pas, mais on devrait peut-être plus les mettre en évidence parce que c'est eux aussi qui, à nos côtés, font la politique. Alors, il y a un membre d'un cabinet dont on parle dans la presse ces jours-ci, c'est le chef de cabinet adjoint auprès de Rachid Madran, Alberto Mulas, qui est détaché en fait de l'Institut de santé publique de Charleroi et qui était épinglé ici parce qu'en étant au cabinet, il touchait toujours 400 € par mois de frais qui étaient payés par l'institution. Est-ce que c'est normal, ça? Je pense que ce n'est absolument pas normal et qu'on a là une affaire d'indu. Et donc, je ne peux absolument pas vous en dire plus à l'heure actuelle. J'ai demandé à M. Madran des explications et donc je ne vais pas inventer ici, mais ça me paraît problématique. Ouais. Au niveau des conflits d'intérêts dans les cabinets, est-ce que c'est quelque chose qui est maîtrisé, ça? Parce que quand on va rechercher des personnes dans différents endroits, en sachant qu'elles y retourneront après, est-ce que là, il n'y a pas des risques? Ça, c'est certainement une avancée que l'on doit faire, à savoir avoir des règles pour les parlementaires, mais aussi pour les membres des cabinets. Il faut que les membres de cabinet puissent être uniquement membres de cabinet. C'est-à-dire qu'ils aient une fonction à plein temps. Vous savez, le métier dans un cabinet est un métier dur. On n'a pas le temps de faire autre chose. Donc moi, je suis favorable pour que les membres de cabinet le soient à plein temps et n'exercent pas une autre fonction privée à côté. Voilà, encore une réforme alors à lancer. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Jean-Jacques Deleu pour une nouvelle interview. Belle fin de journée à tous.